Certains penseurs la qualifient même de troisième lieu, ce concept forgé par Ray Oldenburg, qui désigne un espace de sociabilité, autre que le domicile et le travail, où les citoyens échangent et participent activement à la vie de la communauté. Ainsi, la bibliothèque constitue une interface entre l'individu et le monde. Espace de retrait où la subjectivité se forme, elle est aussi le lieu d'une participation à la société de nos semblables. Et la manière dont une bibliothèque est agencée, dont ses ouvrages sont organisés spatialement, influence notre façon de s'y orienter, de s'y rencontrer et d'y participer. C'est ce qui fait la question du classement des archives, et aujourd'hui des archives bibliothèques numériques, une problématique cruciale. N'y a-t-il qu'une seule façon pertinente de classer les livres, ou bien y en a-t-il plusieurs, qui seraient d'une égale légitimité, ou encore en conflit de légitimité? Qui décide de ce classement et en vertu de quoi? La taxonomie des archives est un point clé où se nouent les enjeux de savoir et les enjeux de pouvoir. Définir une organisation du patrimoine, c'est bien postuler une certaine organisation de l'esprit humain dont elle serait le corollaire spatialisé, mais au-delà de ce caractère descriptif, c'est aussi lui imposer un certain ordre normatif qui suppose ou impose une vision du monde, peut-être arbitraire. C'est bien ce que prétend Alberto Manguel lorsqu'il formule une critique virulente à l'encontre de Google Livres, en qui il voit l'archétype de la bibliothèque numérique et même plus généralement de l'Internet lui-même. Google Livres, affirme-t-il, c'est le cauchemar de Babel. En référence à la célèbre nouvelle de Borges, Manguel dit de Google Livres que, je cite, « Tout ce qui peut être dit ou écrit par la combinaison des lettres de l'alphabet y est. Mais impossible de trouver dans ce dédale un seul livre qu'on puisse lire, car tout est devenu du charabia. » Fin de citation. Et pour s'orienter au sein de ce labyrinthe, notre seul recours serait de suivre aveuglément l'ordre du monde imposé par Google. Je cite encore, « Certes, Google annonce qu'il va nous donner des outils pour nous guider dans le dédale du savoir, mais on pourra seulement suivre un chemin préprogrammé, car le support électronique est le moins interactif que l'on connaît depuis les tablettes d'argile. Le seul chemin que je peux suivre sur un moteur de recherche, c'est celui qui a été tracé par quelqu'un qui ne connaît pas mes besoins propres. Si je tape le mot liberté sur Google, à travers les références auxquelles il me renvoie, c'est sa conception de la liberté qu'il m'impose. » Fin de la citation. Est-ce que Alberto Manguel a raison? Mon objectif est de montrer que non. Je formule l'hypothèse qu'en réalité, toute bibliothèque, à sa façon, est babélienne. Elle est tributaire d'une vision de l'organisation de l'univers, d'une vision aussi de l'organisation de l'esprit, qui préside à l'ordre du monde qu'elle instaure. Dans cette communication, je souhaite interroger plus précisément l'ordre du monde que véhiculent les nouvelles bibliothèques, qui depuis les années 2000 se développent sur le web, en me limitant surtout aux bibliothèques nativement numériques, c'est-à-dire aux bibliothèques qui ne sont pas le fruit d'une numérisation d'archives physiques préexistantes, mais qui élaborent ex nihilo un système taxonomique propre au monde virtuel et une topographie du savoir autonome par rapport à celle qu'on connaissait. En saisissant quelques aspects de ces ordres bibliothéconomiques inédits, on comprendra peut-être ce qu'ils véhiculent quant à l'imaginaire du monde contemporain. Mais tout d'abord, revenons un peu en arrière. Pendant longtemps, la pensée occidentale a imaginé qu'il n'y avait qu'une seule manière d'organiser l'esprit humain et de subdiviser les parties de l'univers tels qu'ils se reflètent dans le classement de la bibliothèque. Ce système de catégorisation unique, et sans doute autoritaire, était en même temps la condition pour un partage universel du savoir. On peut penser par exemple aux tables des catégories de l'esprit qu'ont élaboré Aristote dans l'Organon et Kant dans la critique de la raison pure. Pour Aristote, il y a uniquement 10 façons de désigner l'être. La substance, la quantité, la qualité, la relation, le lieu, le temps, la position, la possession, l'action et la passion. Ces 10 catégories sont à la fois celles du langage et celles de l'être lui-même, et garantissent ainsi la possible saisie de l'être par le langage, la capacité de l'esprit humain à comprendre et à dire quelque chose du monde réel. Tout le monde partage ces catégories, et la structure de la pensée les partage aussi avec la structure de l'être. Tout le monde peut donc comprendre le monde et se comprendre. En ce qui concerne Kant, ce qu'il appelle les concepts purs de l'entendement se divisent pour leur part en 12 catégories, qu'il expose dans un tableau à double entrée. Les catégories sont réparties en 4 grands types. La quantité, qui regroupe l'unité, la pluralité, la totalité. La qualité, qui englobe la réalité, la négation et la limitation. La relation, qui regroupe la catégorie de la substance et de l'accident, celle de la cause et de l'effet et celle de la réciprocité. Et enfin, la modalité,
qui à son tour inclut la possibilité, l'existence et la nécessité. Or, selon lui, ces catégories garantissent la possibilité du savoir, pour deux raisons. D'abord, parce qu'elles sont des concepts a priori qui structurent notre entendement, tout en correspondant à la structure du monde. Mais aussi parce qu'elles sont nécessairement partagées par tous les hommes. C'est l'hypothèse du transcendantalisme, tous les entendements sont configurés exactement de la même manière. C'est ce qui permet aux hommes de comprendre le monde extérieur, mais aussi de communiquer entre eux. Pour Kant, tout comme pour Husserl qui s'interroge sur l'origine de la géométrie, c'est l'unicité de la catégorisation de l'esprit qui forme la condition d'un savoir véridique et d'un savoir partagé. Or, il est intéressant de voir que l'immense majorité des bibliothèques du monde physique sont fondées sur ce postulat théorique. Prenons par exemple la bibliothèque d'Alexandrie. Comme le montre justement Alberto Manguel dans La bibliothèque la nuit, elle a été construite par les Ptolémées au IIIe siècle avant notre ère pour suivre au mieux les préceptes d'Aristote. Le but était de faire un lieu du savoir à la fois universel et rationnel qui contienne tous les livres de tous les peuples du monde, comme l'écrivit le roi Ptolémée, et qui les relie selon une classification exhaustive et systématique. Pour aider le lecteur à s'orienter dans cet immense labyrinthe, il s'agit, tout comme bien plus tard Google Livres, de mettre en place un certain ordre du monde qui, dans le cas d'Alexandrie, se traduit par deux principaux outils. D'abord, la taxonomie. Le poète Callimaque de Cyrène a ainsi introduit à Alexandrie un système de classification qui correspond, comme le souligne Manguel, à, je cite, une formulation préconçue de l'univers, qui reflète en fait la vision du monde héritée des Grecs. La bibliothèque d'Alexandrie est ainsi divisée en rayons ou tables qui sont organisées en 8 classes: drame, art oratoire, poésie lyrique, législation, médecine, histoire, philosophie et divers. À l'évidence, ce n'est plus du tout notre représentation du monde et de ses parties. Quasiment l'essentiel de ce qu'on trouve dans les bibliothèques actuelles tomberait dans la section divers. Et il est un autre outil d'aide au lecteur, à Alexandrie, encore plus arbitraire semble-t-il, c'est la liste des plus grands auteurs, qui a été établie par Aristophane de Byzance et Aristarque de Samothrace au IIe siècle avant notre ère. Il s'agit de la sélection et de la compilation des auteurs qui, selon ces deux bibliothécaires, surpassent tous les autres en excellence littéraire. Une sorte de canon d'œuvres qui, plus tard, tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance, seront les plus étudiés et exerceront une influence cruciale, là où les autres tomberont souvent dans l'oubli. On le voit, ce qu'entreprend Google n'est pas si neuf. Le fait de mettre sur le devant de la scène certains ouvrages plus que d'autres selon le système de ranking et de nous imposer sa propre conception d'un mot-clé était déjà bien présent dans la mère de toutes les bibliothèques, la légendaire Alexandrie. Plus récemment, et même jusqu'à aujourd'hui, d'innombrables bibliothèques conservent un système d'organisation qui, à bien des égards, peut sembler démodé. La classification élaborée par Dewey en 1867 fait perdurer dans beaucoup de bibliothèques actuelles un ordre du monde aussi puissant que contestable, reposant sur un système décimal. L'ensemble de tous les livres peut être réparti en 10 classes, donc cette fois-ci généralité, philosophie, religion, sciences sociales, langue, sciences pures, techniques, beaux-arts et loisirs, littérature et géographie et histoire. Classes qui sont elles-mêmes découpées en 100 divisions, elles-mêmes à leur tour découpées en 1000 sections. Il y a donc là une forte présomption sur le monde qui, d'après cette classification, peut être entièrement mathématisée et qui répond à une logique systématique, pourtant mise en crise de nos jours à l'époque d'une remise en cause de la notion de système au profit du fragmentaire. Mais on voit aussi des partis pris avec cette classification dans les choix du classement lui-même qui peuvent paraître dépassés. Par exemple, le choix de ranger la division parapsychologie et occultisme dans la classe philosophie nous semble aujourd'hui étrange, même s'il est vrai que la philosophie a parfois quelque chose d'occulte. De même, on trouve dans la classe religion 7 sections sur 10 entièrement consacrées au christianisme, dont une uniquement pour la Bible, là où parmi les 3 autres, 2 sont dévolues aux généralités sur les religions et une seule aux autres religions. On remarque donc que cette classification, toujours très fréquemment utilisée, reflète une vision du monde ou de l'organisation de l'esprit qui n'est plus vraiment d'actualité. Malgré sa prétention à l'exhaustivité systématique, la classification Dewey ne pouvait pas prévoir les mutations sociales et religieuses effectives des sociétés à venir. En somme, ce n'est pas tellement Google Livres ou les bibliothèques numériques qu'il faut incriminer pour ce que leur organisation du monde livresque a d'arbitraire
de partial ou d'idéologique, il semble que ce soit la nature même d'une bibliothèque d'être babélienne et de refléter les visions du monde successives ou concurrentes qui se trament selon les époques ou les cultures. La question est donc moins de savoir quel ordre est légitime que de se demander qui l'organise et en fonction de quoi. Or, ce que l'on peut dire à l'heure du numérique, c'est que coexistent plusieurs systèmes de taxonomie simultanés et divergents. Chacun a son propre fonctionnement et son propre parti pris politique qui détermine à qui il accorde le pouvoir d'organiser les livres. En fait, l'Internet des bibliothèques virtuelles est semblable à une planète où coexiste une multiplicité d'États différents, dont chacun est défini par ses lois et son régime spécifique. Certains fonctionnent en royaume, en monarchie ou même en dictature, où la classification a été uniquement déterminée par le haut, sans consultation des lecteurs citoyens, comme c'est le cas de certaines bibliothèques institutionnelles. Ici, les livres sont accessibles, tout le monde peut les consulter, mais seule une oligarchie consacrée a le droit de les choisir et de les trier. Il y a aussi des régimes bibliothécaires semblables plutôt à une république idéale de l'époque des Lumières, tel le projet Gutenberg, pionnière de la bibliothèque virtuelle, qui vise à diffuser des œuvres littéraires libres de droit dans le but, comme le dit le slogan fondateur, de briser les barrières de l'ignorance et de l'illettrisme, et de répandre ainsi les lumières de l'alphabétisation et de la connaissance. On trouve aussi des bibliothèques gouvernées selon le principe de la méritocratie, mais qui elles-mêmes postulent une certaine idée préalable de la quantification du mérite, comme par exemple Google Livres, Google Scholar, avec leur système de ranking basé sur le nombre d'intercitations. Et enfin, on assiste à l'éclosion de véritables démocraties participatives directes, de plateformes où les internautes citoyens déposent directement leurs textes et peuvent eux-mêmes les indexer, écrire leurs propres tags de manière collaborative, dans le cadre de projets bénévoles qui s'inscrivent dans une culture participative ou un idéal d'archives ouvertes. Prenons par exemple la bibliothèque des classiques de sciences sociales de l'UQAC. Tout internaute lecteur peut par lui-même, bénévolement, entrer un texte dans la base de données, le recopier et l'enrichir d'un sommaire interactif et d'hyperliens. Comme l'indique son fondateur Jean-Marie Tremblay, en copiant ainsi les textes, il se sent comme les moines copistes du début du Moyen-Âge, qui transcrivaient les textes latins afin de les transmettre et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Dans cette œuvre philanthropique, tout lecteur peut de même devenir un scribe, un copiste, réveiller les anciennes fonctions sociales que la reproduction mécanisée des livres a endormies, pour devenir une interface entre l'écriture et la lecture et participer activement à l'élaboration du monde qu'il perçoit. Autre exemple de démocratie directe dans les bibliothèques numériques, les plateformes qui donnent accès à des textes publics et permettent à leurs lecteurs, savants ou amateurs, de les annoter. C'est le cas notamment de la plateforme Textus, développée par l'Open Knowledge Foundation, qui permet à tout connaisseur de Shakespeare, par exemple, d'alimenter une édition critique de son œuvre en ajoutant des références bibliographiques, des tags, des commentaires éclairants et des liens. Ces initiatives ne sont pas entièrement nouvelles ni propres au numérique, mais ce qui était peut-être jusqu'à présent marginal devient, grâce aux possibilités techniques spécifiques au numérique, mais aussi à sa culture participative, qui tend à horizontaliser les relations sociales sur le web, cela devient donc une opportunité qui pourrait de plus en plus se généraliser. Les bibliothèques numériques s'inscrivent donc, à travers le système et le parti pris à l'œuvre dans leur classification, dans une pluralité de régimes politiques différents. Mais alors, qu'est-ce que cela reflète quant à l'ordre du monde contemporain? Qu'est-ce que cette pluralité dit des transformations de notre imaginaire? Tout d'abord, que ce monde justement est pluriel. Une diversité d'indexations légitimes sont possibles, corrélatives d'une multiplicité d'ordres du monde. On assiste, semble-t-il, à une remise en cause des modèles uniques et systémiques, qui de toute façon en venaient nécessairement à buter contre une contradiction. Si Aristote prétend que l'esprit comme l'être ont 10 catégories alors que pour Kant ils en ont 12, comment ces deux entreprises fondamentalement universalistes peuvent-elles s'accorder? La disparité des types de classification des bibliothèques numériques paraît ainsi synonyme d'un éclatement des grandes pensées systématiques qui ont longtemps tenté de donner des théories unificatrices et surplombantes de l'univers, au profit d'un mode de compréhension du monde plus fragmentaire, fluctuant et dialogique. Pour comprendre l'être et pour se comprendre, les esprits n'ont plus besoin d'être structurés à l'identique, il faut plutôt qu'ils s'accordent sur un langage et une syntaxe commune pour en faire émerger du partage.
Ce que cette diffraction des modes d'archivage nous apprend aussi du monde contemporain, c'est une tendance à l'atomisation sociale dont l'ordre des livres semble le reflet. La plupart des bibliothèques virtuelles renoncent aux hiérarchies des classifications traditionnelles divisées en classes, sous-classes et autres subdivisions. Quand on cherche un livre, on entre un mot-clé et on découvre des titres qui ont une proximité nominale avec ce tag. On a affaire à des individus et non à des groupes. C'est directement un ouvrage que l'on cherche, ou une suggestion d'ouvrage, et non un livre qui serait identifié en fonction de sa position relative par rapport à une classe ou un ensemble auquel il serait affilié. Tout se passe comme si les liens suivaient aujourd'hui une logique de contiguïté et d'association, et non un principe de hiérarchie ou de subordination. Les éléments singuliers, ici les livres, sont premiers, sont susceptibles d'être soumis à une variété indéfinie d'ordres et de chaînes relationnelles, mais qui les laissent eux-mêmes inchangés. Ce n'est pas le point de vue holistique de la totalité qui domine, mais plutôt celui de l'atome, comme si l'ontologie du web était foncièrement nominaliste. Les métamorphoses numériques de la bibliothèque et de ses indexations sont dès lors à l'image de celles qui affectent notre relation au monde. On vit selon des logiques de vitesse, d'atomicité et de dispersion, ou peut-être, comme dans Babel, le choix est infini, où tout ce qui est possible est vrai et actuel, dans les rayons des bibliothèques comme dans ceux des supermarchés, et où on a le sentiment d'être plus libre, mais aussi sans doute un petit peu plus perdu. En reconstituant les archives, on les transforme, on les met donc à l'école de notre condition contemporaine. Bref, ce n'est pas la faute de Google, du fait même qu'elle configure le savoir en un espace, la bibliothèque est toujours traversée par des logiques d'idéologie et de pouvoir. Comme le dit Michel de Certeau dans l'Invention du quotidien, je cite, « Lire, c'est pérégriner dans un système imposé, celui du texte, analogue à l'ordre bâti d'une ville ou d'un supermarché. » Fin de citation. L'essentiel est de se rappeler que la structure de cet espace n'épouse pas l'ordre du monde, mais l'ordre d'un monde seulement, changeant, pluriel, parmi une infinité d'autres mondes possibles. Merci beaucoup. Ariane qui a gagné 2 minutes.